Bonjour et bienvenue à Vidévision 3000. Aujourd'hui, je vais vous présenter le discours de Maxime Bernier. Il était à le passage à Montréal le 20 décembre 2023. Je vais vous présenter dans l'intégralité de sa conférence. Merci. Bien, je dois dire que ça me fait plaisir d'être ici parce que on est ici pour parler de valeurs. Puis nous, au Parti populaire, bien, on partage les mêmes valeurs que vous. Pourquoi on partage les mêmes valeurs? Parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, si on lit la Constitution canadienne, le premier paragraphe, l'introduction de notre Constitution, écrite en 1867 par les pères de la Confédération, c'est écrit que le Canada est fondé sur la suprématie de Dieu et, je l'ai en anglais, the rule of law, et la loi de Dieu. La suprématie de Dieu et la loi naturelle, quelque chose de genre. En anglais, c'est supremacy of God and the rule of law. Je suis en train de vous dire que je parle plus souvent en anglais dans différents discours parce qu'on est un parti national et je me promène beaucoup à travers le pays. Et donc, la suprématie de Dieu, c'est les valeurs judéo-chrétiennes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on devrait peut-être retourner à nos racines de base. Ça veut dire aussi les valeurs familiales. Moi, j'ai commencé à faire de la politique en 2006. Je me suis fait élire avec Stephen Harper, un conservateur à l'époque. Mais avant 2006, j'ai travaillé 19 ans dans le secteur privé. Donc, pour moi, je ne suis pas un politicien de carrière. J'ai vu d'autres choses avant la politique et j'ai une expérience du secteur privé. Tout ça pour vous dire que lorsque je suis allé en politique, moi, je prônais à l'époque et je prône toujours la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Un plus petit gouvernement qui va finalement nous permettre d'évoluer en tant qu'individus, un plus petit gouvernement qui va moins nous taxer, nous laisser plus de liberté et surtout pas nous réglementer, nous empêcher de faire ce qu'on veut faire dans la vie. Et de la liberté économique aussi. Ça, c'était le pourquoi que je suis allé en politique en 2006. Et lorsque je suis rentré en politique, j'ai été nommé ministre de l'Industrie. Et là, j'ai fait une grande déréglementation dans le secteur des télécoms. Moins de règlements, plus de liberté. Les prix pour les cellulaires ont baissé parce qu'il y a eu plus de compétition. Mais je n'aurais jamais cru que 15 ans plus tard, en politique, le thème principal de ma campagne, c'est de faire campagne à travers le Canada et de dire qu'il y a seulement deux sexes, hommes et femmes. On est rendu là en tant que société. Et les politiciens traditionnels comme Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, tous les autres, même le Bloc québécois, ont peur des mots, ont peur de la réalité biologique, qu'il y a seulement deux sexes, qu'un petit garçon ne peut pas devenir une petite fille, puis qu'une petite fille ne peut pas devenir un petit garçon. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est pas juste au Québec. J'étais au Manitoba. Dans le sud du Manitoba, j'ai fait une campagne électorale au mois de juin dernier. Il y avait une élection partielle et je me suis présenté là-bas. J'ai eu 17 % des voix, c'est quand même assez bon parce que je suis nouveau, je ne demeure pas là. Un Québécois qui parle anglais avec un accent. Et pour la première fois, ils m'ont donné 17 %. À l'élection générale, je vais me représenter là. Et de 17, on va voir. On va avoir 30, 35, je peux gagner. Mais je vais travailler avec eux. Mais dans le sud du Manitoba, un petit village, bien, on a, comme ici à Montréal, dans les écoles, les shows de drag queen qui vont lire des contes. Et ça, il faut être conscient que ce n'est pas innocent. Il y a une idéologie derrière ça. Et l'idéologie, c'est de dire aux enfants, regardez, si vous voulez être l'autre sexe, vous pouvez faire comme des adultes, vous déguiser, chanter, etc. Et on commence à mettre dans la tête des enfants
que s'ils ne sont pas bien dans leur corps, bien, il y a toujours une option de faire une transition. Entre vous et moi, ça n'existe pas, la transition. Et on sait, on a tous été adolescents. Et les adolescents ont tendance à se rebeller contre leurs parents quelquefois, veulent quelque chose de nouveau, se sentent mal dans leur corps lorsqu'on vieillit. Bien là, on commence en bas d'âge pour leur dire que si tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu peux peut-être devenir quelqu'un d'autre ou d'un autre sexe. Et après ça, on poursuit avec le prénom. Et là, l'enfant veut se faire appeler, une petite fille qui s'appelle Marie veut se faire appeler John, et on va l'appeler John à l'école, sans avertir ses parents. Ça se passe au Nouveau-Brunswick, ça se passe au Manitoba. Je vais vous donner une anecdote du Manitoba. Durant ma campagne électorale au mois de juin dernier, j'étais dans un petit village, et le samedi soir, vers 10 h, il y avait un feu de camp. Ils ont fait un grand feu de camp. Il faisait beau dehors. Les voisins étaient tous là. Il y avait peut-être 50, 60 personnes. Puis, la propriétaire du terrain où le feu de camp avait lieu a dit « Ah, j'aimerais te présenter ma fille. » Et sa fille est arrivée, à peu près 13, 14, 15 ans. Et là, j'ai dit « Bonjour ». Tout ça, c'est passé en anglais, bien sûr. « Bonjour, comment tu t'appelles? » Elle me dit « Marie », très gênée, 2-3 mois après, puis elle quitte. Et après, sa mère me regarde avec des yeux en eau. Elle pleurait quasiment. Je suis assez contente. Ma fille s'est présentée comme étant Marie. Je dis, est-ce que c'est son nom? Elle dit oui. Mais à l'école, elle veut se faire appeler John. Et à l'école, il l'appelle John. Et je suis allé voir le directeur de l'école et dit, je ne veux pas ça. Son nom, c'est Marie. Tout le monde devrait l'appeler Marie à l'école. Le directeur a dit, non, on écoute votre fille. Ça se passe dans les petits villages du Manitoba. Ça se passe à Montréal. Ça se passe partout. C'est une idéologie insidieuse, une mauvaise idéologie contre la nature. Et là, après le prénom, bien plus tard, on leur donne des bloqueurs d'hormones. Et là, c'est pas comme dans mon temps. Dans mon temps, j'ai 60 ans. Lorsqu'on voulait se rebeller contre nos parents, qu'est-ce qu'on faisait? On devenait punk. On avait les cheveux rouges ouverts et des petits tatouages. Même là, les tatouages à l'époque n'étaient pas si populaires. Mais on devenait punk. Mais il n'y avait aucune conséquence pour notre futur. Tes cheveux repoussent, tes coupes, puis tout est beau. Mais là, on donne des bloqueurs d'hormones, c'est fini. Une fois qu'on prend cette drogue-là, on devient un client des compagnies pharmaceutiques à vie. On crée une nouvelle industrie. Et là, après ça, on fait des opérations. On prend la peau de la cuisse ou la peau du bras, ça existe, ça se passe. Et pour la petite fille, on fait un pénis avec cette peau-là. C'est rendu là. C'est de la mutilation de nos enfants. Et nous, notre position politique, elle est claire. Ça devrait être criminel. Un médecin qui fait ça devrait aller en prison. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site web, le partipopulaireducanada.ca, et cliquez sur notre politique, sur l'idéologie du genre. On dit qu'on va faire en sorte que le code criminel soit respecté, qu'on va arrêter de financer, parce que là, vous pouvez me dire, mais Maxime, pourquoi tu parles de ça? Tu fais de la politique au fédéral, et tu m'as parlé d'éducation tantôt. L'éducation, c'est provincial, tu ne devrais pas en parler. Et Maxime, tu dis que tu veux respecter la Constitution et pas t'ingérer dans les champs de compétences des provinces. Et là, tu nous parles, tout ça se passe dans des écoles. Oui, mais le fédéral a une responsabilité. Je viens de le dire, le code criminel. Faire en sorte que ça soit criminel d'inciter un enfant à transiger. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si un pasteur, un psychologue veut dire à l'enfant, accepte et il veut avoir une thérapie de consultation pour inciter l'enfant à accepter son corps, bien ça, c'est illégal. La personne peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Et l'ensemble des partis politiques à Ottawa ont voté ça. Tous les partis. Tout le monde. Et si vous voyez la vidéo, c'est le projet de loi C4.
Si vous voyez la vidéo, ils sont tellement contents, tout le monde applaudit, et le parti au pouvoir, les libéraux, traversent la Chambre pour serrer la main des conservateurs, et les conservateurs traversent la Chambre pour serrer la main des libéraux. On a fait en sorte de permettre légalement la transitionner dans un sens, changer de corps, mais qu'un parent avec un pasteur ou un psychologue dise à l'enfant « tu dois accepter ton corps », c'est devenu illégal, sous peine de 5 ans de prison. Bien sûr, on est contre ça. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que j'en parle au niveau fédéral. Il faut changer cette loi-là, la loi C4 qui a été votée au Parlement unanimement. Mais aussi, pourquoi j'en parle? Parce qu'on a une influence fédérale par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Parce que M. Trudeau pense que le gouvernement du Canada en a beaucoup d'argent, qu'on est très riche. Il dépense de l'argent qu'on n'a pas, que vous n'avez pas. Parce que l'argent que M. Trudeau dépense en créant des déficits, est-ce qu'il est allé la chercher dans vos poches pour augmenter vos impôts lors de la COVID? Parce qu'il a donné de l'argent à tout le monde, la COVID, en disant « Restez à la maison, faites rien, on va vous donner un beau chèque. » Mais il n'a pas augmenté vos impôts à ce moment-là. D'où est venu l'argent? L'argent ne tombe pas du ciel. Elle vient du privé, elle vient de nous. Le gouvernement ne produit rien. Il nous prend notre argent. Et après ça, il la gaspille, puis il la redonne à d'autres. Donc, M. Trudeau n'a pas augmenté nos impôts, mais qu'est-ce qu'il a fait? Plus insidieux. Il a dit, gardez votre argent dans vos poches, je ne vous augmenterai pas vos impôts, je vais vous en donner encore plus même, mais votre argent, avec votre argent, vous allez être incapable d'acheter le même nombre de biens et de services. La valeur de votre dollar va diminuer. Votre pouvoir d'achat va diminuer. Votre niveau de vie va diminuer. Et il va y avoir de l'inflation. Quand le gouvernement dépense de l'argent qu'il n'a pas, deux choses l'une. Soit qu'il va nous taxer pour payer ces déficits-là, augmenter nos taxes, ou soit qu'il ne fera rien, mais nous, on va payer quelques mois plus tard avec de l'inflation. Et je peux vous dire que l'inflation au Canada est à 3 % aujourd'hui. C'est l'inflation officielle. Mais tout ce qui vient des politiciens à Ottawa, il faut toujours avoir un esprit critique. Ce n'est pas la vraie inflation. Vous savez mieux que les politiciens à Ottawa, quand vous allez faire votre épicerie, ou payer votre loyer, ou payer votre hypothèque. L'inflation réelle est peut-être de 5 à 8 %. Et, excusez-moi de vous donner une mauvaise nouvelle, mais cette inflation-là va être là pour les 10 prochaines années, pour payer ce gigantesque déficit et cette dette. Monsieur, l'ensemble des premiers ministres du Canada, depuis la Confédération, depuis 1867 jusqu'à 2015, l'ensemble des premiers ministres ont créé une dette de 600 milliards de dollars, une dette du Canada. M. Trudeau a fait mieux que tous les premiers ministres avant lui. Il a doublé notre dette de 600 milliards à 1200 milliards en 8 ans. Et là, c'est pour ça qu'on va avoir de l'inflation pendant une dizaine d'années. Des fois, on va être à 3 %, des fois, on va être à 5 %, des fois, on va être à 4 %. On s'appauvrit d'année en année. Et là, c'est pour ça que je veux revenir avec les écoles. Pourquoi j'en parle? Parce que normalement, on n'a pas de responsabilité au fédéral dans les écoles. Puis tout ce que je vous ai dit tantôt, ça se passe dans les écoles. Mais pourquoi ça se passe dans les écoles? Parce que M. Trudeau a créé des programmes et il finance plein de groupes à travers le Canada à coups de millions de dollars pour se promener dans les écoles et annoncer la bonne nouvelle que les petits garçons peuvent devenir des petites filles. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va couper toutes ces dépenses-là. C'est l'origine du mal. M. Trudeau prend l'argent qu'il n'a pas, comme il a fait dans d'autres choses, et finance des groupes qui pensent comme lui et qui s'en vont dans les écoles et qui convainquent les gens, les directeurs des écoles d'accepter ces politiques-là. Des groupes font la promotion de livres qui sont souvent contre le code criminel parce que c'est de la pornographie. Puis ça, c'est dans les écoles, au Manitoba, au Québec, un peu partout. Bien, nous, ce qu'on doit faire, vous et moi, en tant que parti politique, c'est une révolution. Une révolution du gros bon sens. Revenir à nos valeurs familiales de base. Et
à la biologie simple. Mais, comme je disais tantôt, je n'aurais jamais pensé, dans ma carrière politique, qu'un jour je ferai un discours en disant qu'il y a seulement deux sexes, et que ça allait devenir une controverse dans les journaux. C'est ça aujourd'hui, c'est pour ça que les politiciens ont peur d'en parler, parce que cette philosophie woke, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette philosophie-là? Dans les années 30, 40, 50, 1930, 40, 50, aux États-Unis, au Canada, on a lutté contre le communisme. L'idéologie marxiste. C'était quoi l'idéologie marxiste? C'était de diviser les gens en deux groupes. Les oppresseurs, les capitalistes, les hommes d'affaires et les opprimés, les travailleurs. Et on a vu que ça n'a pas fonctionné, ça, parce que le communisme essaie d'imposer et de diviser les gens. Et les entrepreneurs, il y a une chance qu'ils sont là parce qu'ils créent de la richesse. Et vous voyez, il n'y a personne qui est obligé d'acheter un iPhone. Mais lorsque vous achetez un bien d'un entrepreneur, c'est comme un service. Vous passez, vous voulez volontairement acheter ce bien et la compagnie vous le vend elle va faire des profits, elle va engager des gens, développer d'autres biens. Donc la transaction elle est toujours volontaire. Mais le communisme voulait diviser les gens en ces deux groupes-là, les marxistes. Maintenant, on vit actuellement le marxiste culturel. C'est qu'on divise les gens par la couleur de leur peau et par leur sexe. On fait du racisme aujourd'hui. Exemple, à Ottawa, M. Trudeau a créé un programme pour les entrepreneurs, des subventions, encore de l'argent qu'il n'y a pas, pour subventionner les entrepreneurs, mais seulement les entrepreneurs noirs. Les Blancs n'ont pas le droit. C'est du racisme. Moi, je pense que les Blancs comme les Noirs, on doit les juger, comme dit Martin Luther King, non pas par la couleur de leur peau, mais par leur caractère. Et moi, j'ai confiance aux gens. Une personne noire, jaune ou blanche, c'est pas important pour nous. C'est le caractère, la compétence. Et là, c'est ça le nouveau marxisme culturel. On divise les gens par la race et par le sexe. Les méchants aujourd'hui sont les hommes hétérosexuels blancs. Et les opprimés, c'est les minorités, les trans et les femmes. Et les femmes. Enfin, tous ceux qui ne sont pas hommes, blancs, hétérosexuels. Et maintenant, aujourd'hui, bien, si vous êtes un homme blanc, père de famille, qui veut subvenir aux besoins de sa famille, etc., comme on a fait depuis des années, la masculinité, merci. Masculinité, bien non, ça c'est tabou, ça. C'est patriarcal. C'est pas bon. Donc c'est une guerre culturelle. C'est ça qu'on doit vivre. On fait cette bataille-là, nous, au Parti populaire, et on est le seul parti qui l'a fait. Puis je peux vous dire qu'on va la gagner. Parce que le sens commun, le gros bon sens, va toujours dominer. La vérité, la biologie de base, va toujours dominer. Mais cette idéologie, je dirais, contre nature, bien, elle est partout. Elle est dans les médias, elle est au gouvernement, les politiciens, les grandes entreprises. Écoutez, c'est tellement vrai, je ne sais pas si vous vous rappelez du scandale aux États-Unis, surtout, de la date bleue. Oh, la Bud Light. Ouais. Bud Light, la date bleue, c'est en haut. La Bud Light, la bouteille est bleue. Mais qui boit de la bière habituellement? C'est les hommes qui regardent les parties de football. Mais là, ils ont voulu dire, écoute, on va mettre un petit trans, un homme qui se pense une femme, puis on va faire la publicité avec le trans parce que c'est populaire. Bien, la clientèle de Bud Light a réagi. C'est pas moi, ça, je ne me reconnais pas là-dedans.
leur action tombée en bourse, ils ont fait des pertes, etc. Et le plus intéressant, c'est que la semaine dernière, je regardais le football américain. Enfin, j'aime bien le football américain. J'ai joué au football quand j'étais plus jeune. Et il y avait une publicité, puis là, j'ai vu la publicité de Bud Light, et là, c'était des hommes. Et là, cette publicité masculine, virile. Bon, ils ont compris leur clientèle cible. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est partout. Et on doit lutter contre ça. Et même, on rajoute à tout ça, bien là, le culte de la mort, l'euthanasie, c'est partout. Moi, je dois vous avouer que j'étais député au fédéral et j'ai voté pour la loi pour l'euthanasie. Et lorsque j'ai voté pour la loi, il y avait une commission parlementaire. On nous disait, M. Bernier, c'est juste pour la fin de vie. C'est juste à la fin de vie, pour les gens âgés, à la fin de vie, il n'y a pas de problème. Les gens, à l'opposé en commission parlementaire, disaient, M. Bernier, votez pas pour cette loi-là, parce que c'est le début. Ils parlent de la fin de vie, mais après ça, ils vont élargir. Qui avait raison? Les opposants. J'ai voté pour, en pensant que ça allait rester la fin de vie. Et là, bien, effectivement, on est aujourd'hui où on fait la promotion de la mort. Pas juste au Québec. En Saskatchewan, l'été dernier, non, il y a 2 étés, l'été 2021. J'étais en Saskatchewan et je fais un petit discours comme ça devant des gens, on était peut-être une soixantaine. Et après mon discours, il y a une femme qui vient avec son téléphone. Elle me dit, M. Bernier, on fait la promotion de l'euthanasie ici lorsqu'on appelle le 911. Le 911, là-bas, c'est vous appelez d'urgence, vous voulez de l'aide médicale. Je dis, non, je ne vous crois pas, madame, ça n'a pas de bon sens. Elle dit oui. Elle prend son téléphone, elle fait 911. Et là, c'est un enregistrement. Si vous voulez parler à une infirmière, un docteur, et le 5e, si vous voulez qu'on vous tue, pesez sur le 5. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et là, moi, j'ai fait une petite vidéo en montrant ça sur mes réseaux sociaux. Ça a tellement fait pression que le ministre de la Santé de la Saskatchewan a dit que c'est une erreur, puis il a enlevé l'option 5 sur le téléphone lorsque tu t'appelles le 911. Au Québec, on disait que l'euthanasie, c'était seulement dans les hôpitaux. Mais maintenant, si vous voulez mourir à la maison, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mourir dans un beau parc à Montréal, il n'y a pas de problème. On vous permet d'avoir de l'assistance. Et là, même à ça, on est rendu que les infirmières et les médecins vont dire aux gens, bien écoutez, on peut te soigner, on peut mettre de la chimio, on peut faire ça, mais on peut te tuer aussi si tu veux. Ça devrait être illégal, ça devrait être criminel, ça devrait venir de la personne elle-même seulement. Mais là, on fait la promotion de ça dans nos hôpitaux. Et dites-vous aujourd'hui que le système de santé est dysfonctionnel au Québec. Au Canada, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont mortes sur les listes d'attente. Le système de santé ne fonctionne pas. Le Québec met à peu près 48 % de son budget en santé. Qui en mette 50, ça ne marchera pas plus. Mais, dans une situation comme ça, puis d'un côté, on fait la promotion de la mort, est-ce qu'on se dit, question budgétaire, c'est mieux y aller rapidement, au lieu de soigner une personne pendant quelques semaines ou quelques mois, elle ne prend pas de lit, c'est moins cher, les lits sont disponibles. On peut se poser la question. J'imagine que ce n'est pas ça. Mais le fait de promouvoir l'euthanasie dans un contexte budgétaire comme ça, où on voit que le système de santé n'est pas fonctionnel, c'est pas fou de se poser la question. Le culte de la mort lorsqu'on vieillit et le culte de la mort à la naissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous l'avez dit? Qui l'a dit? Oui, vous l'avez dit. Au Canada, il n'y a pas de loi sur l'avortement. On est un des seuls pays au monde qui n'a pas de loi sur l'avortement. Dans les années 80, Brian Mulroney était le premier ministre du Canada et la Cour suprême a dit
que l'article du Code criminel, qui rendait illégal et criminel tout avortement, a été déclaré inconstitutionnel. Et la Cour suprême a décidé, bien, je renvoie le débat aux politiciens. Et elle a bien fait. Ce n'est pas à la Cour d'écrire une loi. C'est les politiciens qu'on élit qui doivent écrire les lois. Et là, Brian Mulroney a essayé de faire une loi qui allait plaire à tout le monde un peu. Finalement, il n'a jamais réussi à déposer une loi. Et depuis ce temps-là, on n'a pas de loi. Et là, il y a une grande campagne. Les gens pro-vie à travers le pays font des campagnes à chaque année depuis ce temps-là pour remettre ça dans le code criminel et s'assurer qu'il n'y ait pas d'avortement au Canada. Bien, moi, je dis, on est le seul parti politique, on dit, on veut rouvrir le débat sur l'avortement. Mais, vous savez, tout dossier que l'élite journalistique ou politique ne veulent pas entendre, ils ont toujours le même argument. Quand vous entendez cet argument-là, posez-vous des questions. L'argument, c'est, il y a un consensus. Regardez la COVID-19. Il y avait un consensus. Tous les médecins disaient que c'était un vaccin qui était sécuritaire et efficace. Et on le voit là aujourd'hui. Il y a des excès de décès partout derrière le monde. On essaie de nous faire croire, le gouvernement ontarien a de la publicité dans les journaux maintenant et à la télévision en laissant sous-entendre que des enfants, des jeunes adolescents qui meurent subitement d'une crise cardiaque sur un terrain de football ou sur une patinoire, ça arrive, c'est correct. Ça n'arrivait pas avant ça. Consensus. Même chose pour les changements climatiques ou la crise climatique. Allez-vous, j'écoute rarement la télévision, comme je vous dis, quand je l'écoute, c'est pour écouter mon football. Mais j'ai vu dans la télévision, quand j'écoutais mon football, une publicité du gouvernement du Canada sur la crise climatique. Là, on veut nous faire peur, comme on l'a fait avec la COVID, pour nous imposer d'autres mesures draconiennes. C'est dangereux, la crise climatique. Il n'y a pas d'urgence climatique. Il n'y en a pas. Il y a 12 000 ans ici, on était sous la glace. Merci au changement climatique, maintenant on est ici. Et oui, le climat va changer, il va continuer de changer. Donc, c'est la même théorie, là, lorsqu'on veut parler, apporter un point de vue, une opinion différente, basée sur des faits et la science. Ah, il y a le consensus. Dès que vous entendez le mot consensus, dites-vous, OK, il y a anguille sous roche. Parce que dans une société démocratique, on doit promouvoir les débats. Il n'y a pas eu de débat lors de la COVID-19. On fermait le Parlement, il y avait peur. Mais à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre, il y avait des débats pareils, même si les bombes tombaient un peu partout. C'est ça une démocratie, il faut être capable de débattre des idées. Et nous, notre but, c'est de remplacer les mauvaises idées par des bonnes idées. Donc, on a l'ouvrage, le culte de la mort et l'avortement. Quelle est la position de l'avortement du Parti populaire? Bien, je viens de vous la dire. On est le seul parti qui dit on veut un débat, on veut ouvrir le débat. Juste là, dire ça, là, oh! Je me suis fait dire en 2019, parce que je vous dis aujourd'hui, c'est la position du Parti populaire, mais c'est la position depuis l'origine du Parti populaire, depuis la création de 2018 et notre première élection en 2019. Nous, on ne fait pas de la politique en faisant un sondage. Regardez qu'est-ce que vous voulez entendre et vous regurgitez qu'est-ce que vous voulez entendre. Nous, on fait de la politique basée sur des principes. Puis même si nos idées, au moment où on en parle, ne sont pas si populaires que ça, bien on va continuer à en parler jusqu'à ce qu'elles deviennent populaires. Et en 2019, bien, je parlais justement dans une émission radiophonique à Montréal, parce que notre position sur l'avortement était simple, on veut ouvrir le débat, on veut qu'on puisse déposer une loi. Puis j'ai dit, dans mon parti, il y a des pro-vie qui vont vouloir déposer une loi, parce que lorsque vous êtes élu, tout député peut déposer un projet de loi privé qu'on appelle, et il y a un vote au Parlement là-dessus. Et dans mon équipe, j'ai des pro-vie, puis
l'animateur de radio, là, vous êtes pro-avortement? J'ai dit non, je suis pour l'ouverture du débat. Mais telle candidate là-bas, oui, elle a le droit. Ça va être un vote libre. Tout le monde va être libre de voter selon sa conscience. Mais là, je n'avais pas le droit de parler de réouverture du débat parce que j'étais un homme. Je ne connaissais pas ça, l'avortement. C'est juste les femmes qui peuvent en parler parce que c'est les femmes qui le subissent. Voyez comment on essaie de nous annuler, en français, nous canceller. Et moi, je peux vous dire que ma position personnelle en tant que chef du parti, elle est bien simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des avortements qui se font au Québec à la dernière minute, jusqu'au moment que la femme donne naissance à l'enfant. Là, les gens qui sont pour l'avortement vont dire « Non, non, M. Bernier, t'exagères, c'est pas vrai, ça n'arrive pas. » Si ça arrive, c'est dans un cas précis pour sauver la vie de la mère. Bien, encore une fois, lorsqu'on veut débattre, il faut avoir des faits. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il cache les faits. On ne sait pas comment un avortement tardif qui se font au Québec, au Canada. Mais heureusement, le Journal de Montréal, il y a 3 ans, a fait une entrevue avec le sous-ministre de la Santé au Québec. Et il a posé la question. Et tout bonnement, le sous-ministre de la Santé a répondu. Comment il y a l'avortement tardif? Bien, vous savez, en moyenne, par année, ça c'est le sous-ministre de la Santé, peut-être une 15aine. Et là, où se font ces avortements tardifs-là? Et là, le sous-ministre de la Santé dit, il n'y a pas de grands médecins qui veulent faire ça au Québec. C'est normal, c'est un meurtre. Et donc, on envoie les femmes aux États-Unis à des places où des bouchers font la job. Et nous, les payeurs de taxes, on paie pour ça. Donc, il y en a, s'il y en avait seulement, et il y en a, et ce n'est pas pour sauver la vie de la mère, s'il y en avait seulement un avortement, pardon, c'est un trop. Là, au Québec, selon le sous-ministre, à chaque année, il y en a à peu près 15. Imaginez-vous au Canada. Et moi, je dis, il faut ouvrir le débat, et je dis qu'une femme, après 6 mois, elle sait si elle est enceinte ou pas. Et moi, je dis, ça devrait être interdit de faire des avortements après 6 mois, à moins que la vie de la femme soit vraiment en danger. 6 mois, c'est généreux. Je donne 6 mois à la femme pour décider qu'est-ce qu'elle veut faire. Et certains me disent c'est trop généreux. Parce que dans les pays européens, des pays civilisés, en France, en Belgique, en Suède, en majorité dans les pays européens, la moyenne où on arrête l'avortement, c'est 3 mois. On dit après 3 mois, tu n'as plus le droit de faire un avortement, à moins que ta vie soit en danger. Moi, je dis 6 mois. Pourquoi je dis 6 mois? Parce que je veux être sûr de gagner l'argument. Il n'y a personne qui peut être contre ce gros bon sens-là. Et je veux qu'on arrête de tuer des jeunes bébés à naître. Et je pense bien que si on présente un projet de loi au Parlement, on va gagner, et on va avoir au moins une législation là-dessus. On va arrêter de tuer les bébés après 6 mois qu'on fait au Canada. Puis après ça, si on veut rouvrir le débat pour l'emmener à 3 mois, bien on le fera. Il faut avoir une victoire à quelque part, et personne ne peut être contre cette victoire-là. Personne ne peut être contre cette position-là, pardon. On veut que le Canada redevienne dans les pays civilisés. Et lorsque j'ai parlé de ça, dans ma campagne électorale à Portage-Lisgar au mois de juin dernier, j'ai quand même eu, à ma surprise, une bonne couverture médiatique. Et c'est venu jusqu'au Québec. Puis, ils n'ont pas d'argument contre ça, là. Aucun argument. Et surtout lorsque je dis, bien, vous allez vous promener en France, ces journalistes de l'élite qui aiment bien aller voir ce qui se passe en France, puis vous trouvez que les Français, regardez, là, ils permettent l'avortement jusqu'à 3 mois. Après 3 mois, c'est illégal. Donc, et vous aimez bien le peuple français. Puis moi, je veux faire en sorte que ça soit illégal à 6 mois. Et je peux vous dire
qu'on serait capable de gagner le débat là-dessus et d'arrêter l'hémorragie au moins. Mais oui, je vais avoir des candidats qui sont 100% pro-vie. Et je respecte leur position. Et je leur dis, déposez-le votre projet de loi, vous aussi. On aura le débat. Moi, je pense que le mien va passer avant, c'est plus facile. Puis après ça, peut-être l'autre. Mais oui, on est ouvert. Et tout le monde va être libre de voter selon sa conscience. Mais Poilievre, le NPD, le Bloc québécois, non. Donc, c'est pour ça qu'on existe en tant que parti politique. Parce qu'on parle des vraies choses. Puis on fait de la politique autrement. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire qu'on ne regarde pas les sondages aujourd'hui, puis vous dire ce que vous voulez entendre. Là, peut-être que certains vont dire, mais Maxime, si tu ne veux pas me dire ce que je veux entendre, c'est que tu penses que j'ai des mauvaises idées ou que je suis un con. Donc, tu n'as pas de respect pour la population. Non, c'est pas ça. Si je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre, quand je dis vous, la population en général, c'est parce que la population en général, avec les journaux, les politiciens, la population a été influencée. On a influencé la population en général avec la propagande qu'on a faite. Regardez juste sur COVID, comment on a fait de la propagande. Puis on a changé l'opinion publique. Et on l'a influencé dans un mauvais sens. Moi, je dis aux gens, les gens, ils prennent plus de temps pour magasiner une voiture que regarder le programme de parti politique, et c'est bien correct. Et lorsqu'ils entendent toute cette propagande-là socialiste, bien, ils ont tendance à l'acheter, comme les Québécois ont fait durant la COVID-19, comme la population le fait avec la crise climatique. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit que la population s'est trompée lorsqu'elle a une position comme ça. Et notre rôle à nous, c'est de l'informer. Puis, regardez juste sur l'immigration. Lorsque j'ai dit qu'il faudrait maîtriser notre immigration en 2019, on me traitait de raciste au Canada anglais. Mais là, l'opinion publique a évolué. Puis là, maintenant, bien, avec ce qui se passe et la crise du logement, on voit bien que c'est parce qu'il y a trop de monde qui viennent, puis on n'est pas capable de bâtir assez de maisons ou de logements. On bâtissait 230 000 logements en 1972. Il y a 50 ans, avec une population de 22 millions d'habitants. En 2022, on a bâti 230 000 maisons avec 39 millions d'habitants. Il faudrait tripler le nombre de maisons qu'on bâtit par année pour juste équilibrer la demande. Mais pour tripler le nombre de maisons qu'on bâtit, ça va prendre des années. Et le gouvernement fédéral n'est pas capable parce qu'il faut changer le zonage municipal, ça c'est une juridiction provinciale. Et le plus simple, c'est d'arrêter l'immigration de masse. On reçoit 1 million de nouveaux arrivants par année. L'année dernière, 2022, 1 million. Où vont ces gens en majorité? Montréal, Toronto, Vancouver. 46% des gens vont là. Et là, bien, nos banques alimentaires sont pleines, nos écoles sont pleines, juste pour subvenir aux besoins. M. Legault disait, j'en veux moins, mais je veux en prendre soin. Mais il ne l'a pas fait. Mais je suis d'accord avec lui. Il faut prendre soin des gens qui viennent ici. Là, on n'est pas capable. Puis qui en subit les conséquences? C'est les Québécois, c'est nous. On arrête l'immigration de masse, du jour au lendemain, on arrête le problème. Mais les autres politiciens n'en parlent pas. Mais lorsqu'on a parlé de ça, s'il y avait peut-être 30% de la population de notre côté, c'était le maximum. Et c'est pour ça qu'ils nous traitaient de tous les noms. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a 60% de la population qui disent « assez, c'est assez ». Et le débat a évolué. Et maintenant, bien, dans le Global Mail, le journal qui me disait que j'étais un politicien qui essayait de régler les problèmes où il n'y en avait pas en 2019. Mais je peux vous dire qu'en 2019, j'avais raison, puis aujourd'hui, j'ai encore plus raison. Et on me décriait dans ces journaux-là, me ridiculisait. Puis maintenant, le Global Mail, il y a à peu près 2 mois, a écrit un éditorial
en disant, mais il faudrait peut-être se questionner. On n'est pas raciste, on n'est pas raciste. Ils ont pris 5 paragraphes pour dire qu'ils n'étaient pas racistes. Puis après ça, un paragraphe pour dire, mais on devrait peut-être se questionner. Mais c'est ça le Parti populaire. Si on n'était pas là, ces débats-là n'auraient pas lieu. On veut changer l'opinion publique. Et lorsque il y aura 70% des gens sur un sujet, bien là, peut-être que M. Poilievre va regarder les sondages et va dire, oh, je suis mieux de changer d'avis, être avec la majorité si je veux être élu ou réélu. Et vous allez me dire, ouais, Maxime, il va voler tes idées. Ben oui! Ça veut dire qu'on a gagné le débat des idées. Ça veut dire qu'elles sont rendues tellement populaires que les autres partis en parlent. Mais qu'est-ce que je vais dire en tant que politicien lorsque ça va arriver? Je vais dire à la population, vous avez 2 choix maintenant. Vous avez le choix entre la copie ou l'original. Et je pense que les gens vont prendre l'original. Il faut rester fidèle à ses idées, fidèle à ses principes, fidèle à ses rêves, si on veut bâtir une société meilleure. Et à quoi ça sert d'avoir les meilleures idées, la plus belle vision pour le pays, si on garde nos idées pour nous-mêmes, si on reste silencieux? Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte politique, vous avez un choix à faire en tant qu'individu. Vous avez un choix, rester silencieux et politiquement correct, ou rester fidèle à vos valeurs et faire partie du changement. Et c'est ça, nous, qu'on dit à nos gens, vous faites partie du changement. Vous êtes les défendeurs de la civilisation occidentale. Et il faut se battre, on est une minorité, mais il faut se battre. Mais tout changement politique commence avec des mots, des idées. On peut arrêter une armée à nos frontières, mais on ne peut pas arrêter des idées. On le voit actuellement, des idées, des mauvaises idées. L'idéologie du genre, le wokisme, le fait qu'un homme peut devenir une femme, c'est des mauvaises idées. Bien, elles sont dominantes aujourd'hui. Ça vous prouve la force des idées lorsqu'on en parle. Mais nos idées à nous, parce qu'elles sont justes et vraies, vont devenir populaires. Et ce n'est pas à cause qu'une idée aujourd'hui est populaire, qu'elle est juste et vraie, et l'idée ne devient pas juste et vraie parce qu'elle est populaire. Nous, notre idée, elle va devenir populaire parce que justement, nos idées sont justes et vraies, basées sur la réalité scientifique en parlant du climat, basées sur la biologie en parlant des trans, basées sur nos valeurs fondamentales de liberté et responsabilité, les valeurs judéo-chrétiennes. C'est ce qui a formé la société occidentale et qui a permis la richesse qu'on a actuellement. Mais là, comme toute société qui est devenue riche, bien là, on sombre dans ces idées-là. Et c'est à nous de réveiller nos concitoyens. Et c'est ça qu'on fait au Parti populaire. On veut faire en sorte que ces idées-là deviennent de plus en plus populaires. Et je vais arrêter là-dessus, parce que je veux avoir vos questions et prendre au moins 10 minutes pour répondre à vos questions. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au Parti populaire? Pourquoi qu'on existe? On existe pour changer la société pour le meilleur. Merci.